Paris, 9 décembre 2024, 6h47 du matin. Un calme feutré régnait dans les galeries dorées de l'Élysée où seuls les échos mesurés des rondes de sécurité osaient troubler le silence royal. Accoudé à la baie vitrée de son bureau perché au 3e étage, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement depuis précisément 3 mois et 15 jours, observait les Champs-Élysées encore endormis, un café brûlant à la main, servi dans une précieuse tasse en porcelaine de Sèvres, gracieusement offerte par Macron lors de sa nomination. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'un coup de fil programmé pour atterrir dans sa vie exactement 3h13 plus tard, allait non seulement bouleverser sa trajectoire personnelle, mais aussi ébranler les fondations de la République. Ce lundi s'annonçait, en apparence, comme tous les autres depuis qu'il avait endossé le costume de Premier ministre. Levé à 5h30 tapante, revue matinale des fils d'actualité de l'AFP, de Reuters et du Figaro, puis route vers l'Élysée à bord de la limousine blindée du protocole. Pourtant, cette journée-là n'était pas comme les précédentes. Aujourd'hui, l'Assemblée devait se prononcer sur un vote de confiance. Et Lecornu, lucide, savait qu'il allait essuyer une défaite. Les chiffres ne mentaient pas. 78% des députés penchaient vers une motion de censure. Il achevait ses préparatifs pour l'arrivée. Paris, 9 décembre 2024, 6h47 du matin. Un calme feutré régnait dans les galeries dorées de l'Élysée où seuls les échos mesurés des rondes de sécurité osaient troubler le silence royal. Accoudé à la baie vitrée de son bureau perché au 3e étage, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement depuis précisément 3 mois et 15 jours, observait les Champs-Élysées encore endormis, un café brûlant à la main, servi dans une précieuse tasse en porcelaine de Sèvres, gracieusement offerte par Macron lors de sa nomination. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'un coup de fil programmé pour atterrir dans sa vie exactement 3h13 plus tard, allait non seulement bouleverser sa trajectoire personnelle, mais aussi ébranler les fondations de la République. Ce lundi s'annonçait, en apparence, comme tous les autres depuis qu'il avait endossé le costume de Premier ministre. Levé à 5h30 tapante, revue matinale des fils d'actualité de l'AFP, de Reuters et du Figaro, puis route vers l'Élysée à bord de la limousine blindée du protocole. Pourtant, cette journée-là n'était pas comme les précédentes. Aujourd'hui, l'Assemblée devait se prononcer sur un vote de confiance. Et Lecornu, lucide, savait qu'il allait essuyer une défaite. Les chiffres ne mentaient pas. 78% des députés penchaient vers une motion de censure. Il achevait ses préparatifs pour la réunion du cabinet, prévue, comme toujours, à 7h précises dans le très solennel salon doré, quand une vibration discrète venue de la poche intérieure de sa veste Hermès attira son attention. Son téléphone personnel vibrait. Sur l'écran Samsung s'affichait « Numéro inconnu ». Dans des circonstances normales et selon le protocole de sécurité qu'on lui avait enseigné, il n'aurait jamais répondu à de tels appels. Et ce matin-là, il avait un sentiment étrange, viscéral, comme s'il attendait cet appel depuis des semaines. « Allô ?» dit-il d'une voix fatiguée mais immédiatement attentive. La voix qui venait de l'autre côté était familière, mais il n'arrivait pas à l'identifier. Une voix d'homme âgé d'environ 50 ans, avec un léger accent du sud-ouest. « Monsieur le Premier ministre, Lecornu, j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai des informations qui pourraient radicalement changer la décision que vous vous apprêtez à prendre dans 3h13 exactement. » Le pouls de Lecornu accéléra instantanément. Qui que soit cette personne, elle avait non seulement accès à des informations très sensibles sur son emploi du temps, mais elle connaissait aussi l'heure exacte du vote de confiance. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Comment avez-vous eu ce numéro? » « Qui je suis n'est pas important pour le moment, Monsieur le Premier ministre. Ce qui est important, ce sont les discussions secrètes de Marine Le Pen lors de la réunion extraordinaire de son parti hier soir à Digne-les-Bains. Elle sait quelque chose sur vous que vous ne savez pas encore. Quelque chose que même vos plus proches collaborateurs ignorent. » Lecornu sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Marine Le Pen, la leader de l'extrême droite française, avait été étonnamment silencieuse ces derniers jours concernant la crise politique qui secouait le gouvernement. Cela ne lui ressemblait absolument pas. D'habitude, elle était la première à monter au créneau, à dénoncer, à attaquer. Ce silence était suspect. « Continuez, je vous écoute », dit Lecornu, sa voix maintenant plus ferme, plus contrôlée.
Monsieur le Premier ministre, savez-vous vraiment pourquoi le président Emmanuel Macron vous a nommé à ce poste il y a exactement 3 mois et 15 jours? Ce n'était pas à cause de vos compétences remarquables en tant qu'ancien ministre de la Défense, bien qu'elles soient indéniables et reconnues par tous. Ce n'était pas non plus à cause de votre loyauté légendaire envers sa personne. C'était parce qu'il savait, avec une précision chirurgicale, que cette crise politique majeure arriverait exactement à cette période. Cette révélation frappa Lecornu comme un coup de masse. Il se souvenait parfaitement de cette conversation avec Macron dans le bureau présidentiel, de la façon dont le président l'avait regardé avec une expression qu'il n'arrivait pas à comprendre à l'époque. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» demanda Lecornu, sa main libre agrippant le rebord de son bureau en acajou. « Je veux dire que votre nomination n'était pas un honneur mérité, monsieur Lecornu. C'était un sacrifice planifié, calculé, organisé. Emmanuel Macron vous a placé à ce poste en sachant parfaitement que vous seriez le bouc émissaire de cette crise. Vous êtes l'agneau sacrificiel de l'Élysée. » Les mains de Lecornu se mirent à trembler légèrement. Il regarda l'horloge suisse accrochée au mur de son bureau. Dans exactement 3h08, il devait faire face au Parlement pour le vote de confiance. Un vote qu'il était absolument certain de perdre selon tous les décomptes, tous les sondages, toutes les analyses politiques. « Prouvez-moi ce que vous affirmez », demanda Lecornu, sa voix maintenant plus dure, plus exigeante. « Vérifiez votre boîte email professionnelle dans exactement 5 minutes, monsieur le Premier ministre. Vous y trouverez l'enregistrement intégral de la conversation entre Emmanuel Macron et son conseiller spécial Alexis Kohler, qui a eu lieu la semaine précédant votre nomination dans le bureau présidentiel, le 2 septembre à 20h. Écoutez-le très attentivement. Chaque mot compte. » La ligne se coupa brutalement. Lecornu resta là, le téléphone Samsung à la main, fixant l'écran noir qui reflétait son visage inquiet. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre bourdonner dans ses oreilles. Qui était cette personne mystérieuse? Comment avait-elle accès à de telles informations ultra confidentielles? Et surtout, disait-elle la vérité? 5 minutes plus tard, exactement comme promis, un courriel arriva dans sa boîte de réception sécurisée du gouvernement. L'expéditeur était une adresse cryptée qu'il ne reconnaissait absolument pas. 20 Orte, Proton, May et Kimplit. Il cliqua sur la pièce jointe audio avec des mains qui tremblaient maintenant visiblement. La voix familière d'Emmanuel Macron résonna dans ses écouteurs. « Alexis, nous avons un problème majeur qui va éclater dans les 3 prochains mois. La crise économique va s'amplifier, les manifestations vont reprendre et l'opposition va nous attaquer de toutes parts. Nous avons besoin de quelqu'un de loyal, mais remplaçable pour le poste de Premier ministre. Quelqu'un que nous pourrons facilement blâmer quand les choses tourneront mal. Sébastien Lecornu est parfait pour ce rôle. » La voix d'Alexis Kohler répondit avec une certaine hésitation. « Monsieur le Président, n'est-ce pas un peu cruel? Lecornu vous a toujours été fidèle depuis le début de votre mandat. Il vous a soutenu dans tous vos choix, même les plus controversés. La politique n'est pas un jeu d'enfant, Alexis. Ce n'est pas un concours de popularité ou un club de gentlemen. Parfois, nous devons sacrifier nos amis les plus proches pour sauver le système, pour préserver l'État. Lecornu comprendra éventuellement. Et s'il ne comprend pas, eh bien, ce sera son problème. Mais, Monsieur le Président, cela signifie que nous sommes en train de manipuler un homme de confiance. Nous ne manipulons personne, Alexis. Nous faisons de la politique. Nous protégeons la République. Et parfois, cela demande des sacrifices. Lecornu aura eu l'honneur d'être Premier ministre de France pendant quelques mois. C'est déjà plus que ce que la plupart des politiciens peuvent espérer dans leur carrière. Lecornu retira ses écouteurs d'un geste brusque, ses mains tremblant maintenant de rage pure et de sentiment de trahison absolue. 3 mois de travail acharné, 18 heures par jour, 3 mois de loyauté absolue et aveugle, 3 mois à défendre les politiques de Macron, même quand il avait des doutes personnels, même quand sa conscience lui dictait le contraire. Tout cela n'était qu'un mensonge élaboré, une manipulation sordide, une trahison calculée. Il se leva de son fauteuil ministériel et commença à faire les 100 pas dans son bureau, ses chaussures italiennes claquant sur le parquet de Versailles. La colère montait en lui comme une marée noire. Comment avait-il pu être aussi naïf?
Comment avait-il pu faire confiance à Macron à ce point? Il regarda à nouveau l'horloge. Dans moins de 3 heures, il devait faire face au Parlement, aux caméras, aux journalistes, à la France entière. Mais maintenant, absolument tout avait changé. Il n'était plus le Premier ministre loyal qui allait accepter sa défaite avec dignité et élégance. Il était un homme trahi, humilié, manipulé, qui avait des comptes très personnels à régler. Son téléphone officiel sonna. L'écran affichait « Président de la République, Emmanuel Macron en personne ». « Sébastien, mon cher ami, êtes-vous prêt pour ce matin? Je sais que ce sera difficile, je sais que c'est une épreuve terrible. Mais rappelez-vous que nous sommes dans le même bateau. Nous coulons ou nous survivons ensemble. » Le cornu prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa voix. « Oui, Monsieur le Président. Je suis plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer. » « Parfait, parfait. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive dans l'hémicycle aujourd'hui, vous avez mon soutien total et inconditionnel. Je serai là dans la galerie présidentielle pour vous soutenir. »« Bien sûr, » dit le cornu, sa voix devenant glaciale. « Votre soutien total et inconditionnel, comme toujours. » Après avoir raccroché, le cornu s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il commença à rédiger un discours, mais ce n'était absolument pas le discours qu'il avait préparé méticuleusement la veille avec son équipe de conseillers. Ce n'était pas le discours humble et résigné d'un premier ministre acceptant sa défaite avec grandeur. C'était quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui allait faire trembler la République sur ses fondations. À 8h30 précise, son chef de cabinet, Pierre Dubois, entra dans le bureau après avoir frappé discrètement. « Monsieur le Premier ministre, avez-vous besoin d'aide pour réviser votre discours? Les services de communication sont à votre disposition pour les derniers ajustements. » Le cornu leva lentement les yeux de son écran. « Pierre, dites-moi, depuis combien de temps exactement travaillez-vous pour moi? » « Depuis votre nomination, Monsieur le Premier ministre, 3 mois et 15 jours. » « Et avant cela, quelle était votre fonction précédente? »« J'étais au cabinet personnel du président Macron, monsieur. » « Exactement, » répondit le cornu, en se levant pour regarder par la fenêtre donnant sur les jardins de l'Élysée. « Dites-moi, Pierre, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? D'autres petits détails intéressants que le président vous a personnellement demandé de garder pour vous? D'autres instructions confidentielles? » Pierre pâlit. Ses mains tremblaient légèrement. « Monsieur le Premier ministre, je ne suis vraiment pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. »« Oh, je pense que vous comprenez parfaitement bien, » dit le cornu, se tournant vers lui, ses yeux brillants d'une colère froide. « Allez dire à votre véritable patron, le président, que son petit plan si bien orchestré vient de subir une modification majeure. Je ne serai pas le bouc émissaire docile qu'il espérait. Je ne serai pas l'agneau que l'on mène à l'abattoir en silence. » Monsieur le Premier ministre, je vous assure que sortez immédiatement de mon bureau, Pierre, et allez dire à Emmanuel Macron qu'il va avoir une surprise désagréable ce matin. Une surprise qu'il n'oubliera jamais. Une fois seul, le cornu continua à écrire son nouveau discours. Il savait parfaitement que ce qu'il s'apprêtait à faire détruirait définitivement sa carrière politique, qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais il s'en fichait complètement. Après 3 mois de manipulation cynique et de mensonges calculés, il était temps de dire enfin la vérité. Toute la vérité. À 9h45, exactement 15 minutes avant le vote de confiance décisif, le cornu reçut un autre appel de la même voix mystérieuse. « Monsieur le Premier ministre, j'espère sincèrement que vous avez pris le temps d'écouter attentivement l'enregistrement que je vous ai envoyé. »« Oui, je l'ai écouté. Maintenant, dites-moi qui vous êtes vraiment. » demanda le cornu avec une détermination nouvelle. « Je suis quelqu'un qui croit encore que le peuple français mérite de connaître la vérité sur ses dirigeants. Je suis quelqu'un qui en a assez de voir des hommes intègres et honnêtes être utilisés comme de vulgaires pions sur les échiquiers politiques. Je suis quelqu'un qui pense que la démocratie mérite mieux que ces petits jeux sordides. Pourquoi m'aidez-vous? Qu'est-ce que vous y gagnez? Parce que vous avez encore le choix, monsieur le cornu. Un choix que beaucoup d'hommes politiques n'ont plus. Vous pouvez soit jouer docilement le rôle pathétique que Macron vous a assigné, soit dire courageusement la vérité au peuple français. Qu'allez-vous choisir? Alors j'ai encore quelque chose d'absolument crucial pour vous.
Dans exactement 10 minutes, vous recevrez un autre courriel dans votre boîte de réception. Cette fois, c'est l'enregistrement complet de la conversation secrète entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a eu lieu hier soir à 23 heures, demanda le cornu, sentant son estomac se nouer. Le genre d'accord qui garantit que Marine Le Pen ne présente pas de motion de censure contre vous aujourd'hui en échange de certaines concessions très précises sur les politiques d'immigration et de sécurité intérieure. Macron vous sacrifie publiquement, mais il s'assure aussi secrètement que son gouvernement ne tombe pas complètement. Vous êtes le sacrifice, mais le système survit. Le téléphone se tut. Le cornu resta complètement stupéfait. Macron et Le Pen, un accord secret. C'était au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses pires cauchemars politiques. 10 minutes plus tard, exactement comme promis, le courriel arriva. Cette fois, l'enregistrement était plus court, mais infiniment plus révélateur et choquant. La voix de Macron, fatiguée mais déterminée. « Marine, nous avons absolument besoin de votre coopération pour la journée de demain. L'avenir de la stabilité politique en dépend. » Le Pen, froide et calculatrice. « Et en échange de cette coopération, qu'est-ce que j'obtiens concrètement? » En échange, nous nous engageons à discuter sérieusement de certaines de vos propositions sur l'immigration européenne et les contrôles aux frontières. Des discussions officielles, pas des promesses en l'air. Et qu'est-ce qui arrive à Le Cornu dans tout ça? Le Cornu sera sacrifié publiquement exactement comme nous en avons convenu la semaine dernière. Vous aurez votre victoire symbolique très médiatisée. Vous pourrez dire à vos électeurs que vous avez fait tomber le gouvernement Macron, mais le système de gouvernement survivra. Tout le monde y gagne. Parfait. Dans ce cas, le Rassemblement national s'abstiendra lors du vote de confiance. Nous ne voterons ni pour ni contre. Cela vous donne la majorité nécessaire pour survivre. Merci Marine, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Le cornu ferma brutalement son ordinateur portable, la colère le submergeant complètement. Non seulement Macron l'avait trahi de la façon la plus cynique possible, mais il avait aussi fait un marché sordide avec l'extrême droite. Tout cela dans son dos, tout cela en utilisant sa loyauté et sa confiance comme monnaie d'échange politique. Il regarda l'horloge murale, exactement 2 minutes avant d'entrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 2 minutes avant de changer définitivement l'histoire politique de la France. Il prit son téléphone personnel et envoya un message identique à tous les grands médias français. Le Figaro, Le Monde, Libération, France Inter, BFM TV, LCI. Conférence de presse extraordinaire et exclusive immédiatement après le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Révélation majeure et inédite sur la crise politique actuelle. Document à l'agence de presse. Il prit sa veste, ajusta sa cravate et se dirigea d'un pas déterminé vers l'Assemblée nationale. Son nouveau discours explosif en main, le cœur battant à tout rompre, mais l'esprit parfaitement clair. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'atmosphère était électrique et tendue. Les 577 députés étaient tous présents, un fait rarissime dans l'histoire parlementaire française. Les journalistes avaient pris place dans les tribunes, leurs caméras braquées sur la tribune. Emmanuel Macron observait depuis la galerie présidentielle, apparemment confiant dans son plan machiavélique. Le cornu monta lentement à la tribune officielle. Il regarda Emmanuel Macron dans la galerie, puis les députés, puis les caméras qui diffusaient en direct dans toute la France. « Mesdames et messieurs les députés de la République », commença-t-il, sa voix claire, ferme et parfaitement contrôlée. « Je me présente devant vous aujourd'hui, non pas pour défendre un gouvernement condamné d'avance, mais pour révéler enfin la vérité sur la manipulation cynique et sordide dont nous avons tous été victimes. » Un murmure de surprise parcourut immédiatement l'Assemblée. Ce n'était absolument pas ce qui était prévu dans le protocole. Dans la galerie présidentielle, Macron se redressa brusquement, l'inquiétude et la panique devenant visibles sur son visage. Il y a exactement 3h13 minutes, j'ai reçu un appel téléphonique qui a littéralement tout changé dans ma perception de la politique française. J'ai découvert que ma nomination au poste de Premier ministre n'était pas un honneur mérité après des années de service loyal, mais un sacrifice froidement planifié et calculé. J'ai découvert que le président de la République m'a cyniquement utilisé comme bouc émissaire, sachant parfaitement que cette crise politique majeure arriverait exactement à cette période.
L'Assemblée explosa. Les députés se levèrent, certains criant leur indignation, d'autres applaudissant frénétiquement. Les journalistes notaient et filmaient avec une intensité fébrile. Dans la galerie, Macron était devenu blanc comme un linge, ses conseillers s'agitant autour de lui. « Mais ce n'est absolument pas tout, mesdames et messieurs les députés », continua Lecornu, sa voix dominant parfaitement le chaos ambiant. J'ai aussi découvert qu'un accord secret et honteux a été passé hier soir même entre le président de la République et Madame Marine Le Pen, garantissant que le Rassemblement national s'abstiendrait lors de ce vote en échange de concessions sur l'immigration. Cette fois, c'était Marine Le Pen qui pâlit dans son siège de députée. Elle regarda Macron avec des yeux emplis de fureur, réalisant qu'elle aussi avait été manipulée et que leur accord secret venait d'être révélé publiquement. « Ces enregistrements audio, dit Lecornu en brandissant théâtralement une clé USB, seront transmis intégralement à la presse française et internationale immédiatement après cette séance. Le peuple français mérite de connaître enfin la vérité sur la façon dont ses dirigeants manipulent la démocratie comme un vulgaire jeu de cartes. » Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, tentait désespérément de rétablir l'ordre en frappant son marteau, mais c'était absolument impossible. L'hémicycle était en chaos total et incontrôlable. « Monsieur le Président de la République, » dit Lecornu en regardant directement Macron dans la galerie, « vous m'avez trahi de la façon la plus lâche possible. Vous avez trahi la confiance que j'avais en vous. Vous avez trahi les valeurs républicaines que nous sommes censés défendre ensemble. » Lecornu quitta la tribune sans attendre le vote de confiance. Il savait que sa carrière politique était définitivement terminée, mais il savait aussi qu'il avait fait exactement ce qu'il fallait faire. Dans les couloirs marbrés de l'Assemblée, son téléphone sonna immédiatement. La voix mystérieuse qui avait tout déclenché lui dit « Mes plus sincères félicitations, monsieur Lecornu. Vous avez fait le choix le plus courageux de votre vie politique. » « Maintenant, dites-moi enfin qui vous êtes vraiment, » demanda Lecornu une dernière fois. « Je suis quelqu'un qui travaille depuis des années dans l'ombre pour protéger les vraies valeurs de la démocratie française. Et aujourd'hui, grâce à votre courage exceptionnel, nous avons gagné une bataille cruciale contre la manipulation politique. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous rentrez chez vous en sachant que vous avez préservé votre honneur et votre intégrité, et la France découvrira peut-être enfin qu'elle mérite infiniment mieux que des dirigeants qui jouent avec la démocratie comme avec des pièces d'échecs. Lecornu sortit de l'Assemblée nationale sous un déluge de flash des photographes et les questions pressantes des journalistes. Il ne répondit à aucune question, mais son sourire serein en disait infiniment long sur son état d'esprit. Ce soir-là, dans son appartement personnel du 7e arrondissement de Paris, Sébastien Lecornu regardait les informations sur toutes les chaînes. Les révélations qu'il avait faites avaient provoqué un véritable tsunami politique. Macron était sous une pression énorme et sans précédent. Marine Le Pen tentait désespérément de se distancer de l'accord révélé et tous les partis d'opposition réclamaient unanimement de nouvelles élections présidentielles anticipées. Son téléphone personnel vit arriver un message de sa fille. « Papa, je suis infiniment fier de toi. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Tu es redevenu l'homme intègre que j'ai toujours admiré. » Pour la première fois depuis sa nomination comme Premier ministre, Lecornu sourit sincèrement et profondément. Il avait perdu son poste. Sa carrière politique était probablement définitivement terminée, mais il avait retrouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Son intégrité, sa dignité et le respect de sa propre conscience. L'appel téléphonique d'il y a 3 heures avait effectivement tout changé. Pas seulement pour lui personnellement, mais pour toute la France. Et parfois, c'est exactement ce dont un pays a besoin. Un homme prêt à sacrifier courageusement son avenir personnel pour que la vérité triomphe. Enfin, dehors, dans les rues de Paris, les manifestants scandaient « Lecornu! Lecornu! L'homme qui a dit la vérité! » Lecornu, Lecornu, le héros de la République. L'histoire retiendrait peut-être que Sébastien Lecornu avait été Premier ministre de France pendant seulement 3 mois et 15 jours. Mais elle retiendrait surtout, et pour toujours, qu'en 3 heures décisives, il avait changé le cours de la politique française et redonné espoir au peuple. Tout cela grâce à un appel téléphonique mystérieux d'un inconnu
qui croyait encore que la vérité et l'intégrité pouvaient triompher de la manipulation et du cynisme politique. Et cette nuit-là, alors que Paris bruissait encore des révélations historiques de la journée, Lecornu s'endormit paisiblement pour la première fois depuis sa nomination. Il avait fait le bon choix, le seul choix possible pour un homme d'honneur. L'appel avait tout changé. Mais au final, c'était lui, et lui seul, qui avait choisi de changer l'histoire de France. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. 3 jours après les révélations explosives de Lecornu, la France était en ébullition totale. Les manifestations se succédaient dans toutes les grandes villes, de Marseille à Lille, de Lyon à Bordeaux. Le mot dièse Lecornu héros était devenu viral sur tous les réseaux sociaux. Dans son bureau de l'Élysée, Emmanuel Macron faisait les 100 pas, ses conseillers tentant désespérément de limiter les dégâts. Les sondages étaient catastrophiques. Sa cote de popularité avait chuté de 18 points en 3 jours, du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. « Comment ont-ils pu avoir accès à ces enregistrements ?» criait Macron. Alexis Kohler, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 jours, répondit d'une voix blanche « Monsieur le Président, nous avons vérifié tous les systèmes de sécurité. Quelqu'un avec un accès très haut niveau a orchestré cette fuite. Quelqu'un qui connaît parfaitement nos méthodes. » Pendant ce temps, dans un petit appartement du Marais, l'homme à la voix mystérieuse regardait les informations avec satisfaction. Il s'appelait en réalité Jean-Claude Marnaud, ancien directeur adjoint de la Direction générale de la sécurité extérieure, les services secrets français. Mis à la retraite anticipée après avoir refusé de participer à certaines opérations qu'il jugeait contraires aux valeurs républicaines. Marnaud avait passé 3 années à collecter des preuves sur la corruption et la manipulation au plus haut niveau de l'État. L'affaire Lecornu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il avait choisi Sébastien Lecornu parce qu'il avait étudié son profil psychologique. Un homme intègre, loyal mais pas aveugle, capable de faire le bon choix quand on lui présentait la vérité. Son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il connaissait bien. Catherine Morin, sénatrice centriste et présidente de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'État. « J'ai besoin de vous rencontrer, urgence absolue. »« Je vous écoute, Kat. » « Nous venons de recevoir une demande officielle d'audition de Lecornu devant notre commission. Il veut témoigner sous serment. Il dit qu'il a d'autres révélations à faire. » « Et qu'est-ce qu'il veut révéler de plus? » « Il parle de contrats d'armement truqués, de commissions occultes sur les ventes à l'étranger, de financements illégaux de campagnes électorales. » « Jean-Claude, si ce qu'il dit est vrai, c'est tout le système qui va s'effondrer. » Cette nuit-là, Lecornu ne dormait pas. Dans son appartement, il préparait minutieusement son témoignage devant la commission sénatoriale. Il savait qu'en parlant, il détruirait définitivement toute possibilité de retour en politique. Mais il s'en fichait. La vérité devait éclater. Toute la vérité. Il pensait à sa carrière. Elle avait commencé avec tant d'idéaux. Député à 32 ans, ministre à 35 ans, premier ministre à 39 ans et maintenant, à 39 ans et quelques mois, il allait probablement finir sa carrière politique en révélant les secrets les plus sombres de la République. Son téléphone vibra. Un message de son ancien collègue du ministère de la Défense, le général Pierre Langlade. « Sébastien, j'ai vu votre intervention à l'Assemblée. Il faut qu'on se parle. J'ai des documents sur l'affaire des sous-marins australiens que vous devez voir. Des documents qui prouvent que Macron a menti au Parlement. » Lecornu ferma les yeux. L'affaire des sous-marins. Il se souvenait de ces réunions secrètes au ministère de la Défense, des contrats signés dans l'ombre, des commissions versées sur des comptes offshore. Il avait des soupçons à l'époque, mais maintenant... Le lendemain matin, Lecornu se rendit discrètement dans un café du 15e arrondissement pour rencontrer le général Langlade. L'homme était nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. « Sébastien, ce que je vais vous montrer peut nous coûter cher à tous les deux, » dit Langlade en sortant une clé USB de sa poche. « Mais après ce que vous avez fait à l'Assemblée, je sais que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. »« Montrez-moi, » dit simplement Lecornu. Langlade brancha la clé sur son ordinateur portable. « Voici les vrais chiffres du contrat avec l'Australie. Regardez ces lignes comptables. L'une, 50 millions d'euros de commissions non déclarées. Regardez maintenant les destinataires. » Lecornu écarquilla les yeux.
Parmi les bénéficiaires figuraient plusieurs personnalités proches de Macron, dont certains avaient financé sa campagne présidentielle. « Mon Dieu !» murmura Lecornu. « Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ?» Parfaitement. Cela signifie que le président a utilisé les contrats d'armement pour financer illégalement son réseau politique. Et cela signifie que vous, en tant qu'ancien ministre de la Défense, étiez censé être au courant. Mais je n'étais au courant de rien. Ces documents, je ne les ai jamais vus. Je sais. C'est exactement pour cela que vous devez témoigner, pour montrer comment ils vous ont écarté des vraies décisions, tout en vous faisant porter la responsabilité publique. 2 jours plus tard, devant la commission sénatoriale, Lecornu témoignait sous serment. Les caméras de toutes les chaînes d'information étaient présentes. La France entière était rivée à ses écrans. « Mesdames et messieurs les sénateurs, commença Lecornu, ce que je vais révéler aujourd'hui va probablement choquer l'opinion publique. Mais la République mérite mieux que les mensonges et la corruption. » Pendant 3 heures, Lecornu détailla méthodiquement le système de corruption qu'il avait découvert. Les contrats truqués, les commissions occultes, les financements illégaux, les comptes offshore. Il présenta des documents, des enregistrements, des témoignages. « Le président de la République, déclara-t-il d'une voix ferme, a transformé la fonction présidentielle en une machine à blanchir l'argent et à financer illégalement son parti politique. » Dans son bureau de l'Élysée, Macron regardait le témoignage en direct. Le visage de ses conseillers entrait et sortait en permanence, apportant de mauvaises nouvelles. « Monsieur le Président, » dit son directeur de cabinet, « le procureur de la République vient d'ouvrir une enquête préliminaire et l'opposition dépose une motion de destitution. » Macron se tourna vers la fenêtre. Au loin, il pouvait voir les manifestants qui scandaient « Macron démission !»« Comment sommes-nous arrivés là ?» murmura-t-il. « Vous avez sous-estimé Lecornu, Monsieur le Président. Vous pensiez qu'il accepterait son rôle de bouc émissaire, mais vous vous êtes trompé sur l'homme. » Cette nuit-là, dans son appartement, Lecornu recevait des centaines de messages de soutien. Des citoyens ordinaires, des élus locaux, des magistrats, des journalistes, tous le félicitaient pour son courage. Mais le message qui le toucha le plus venait de sa mère, âgée de 78 ans. « Mon fils, je n'ai jamais été aussi fier de toi. Tu as choisi l'honneur plutôt que le pouvoir. C'est ce que ton père aurait voulu. » Jean-Claude Marneau, l'homme mystérieux qui avait tout déclenché, regardait les informations avec satisfaction. Son plan avait fonctionné au-delà de ses espérances. Non seulement Lecornu avait révélé la manipulation dont il était victime, mais il avait aussi ouvert la voie à une enquête sur l'ensemble du système. Il prit son téléphone et composa le numéro de Lecornu. « Je pense qu'il est temps que nous nous rencontrions en personne. Qui êtes-vous vraiment? Je suis l'homme qui vous a appelé il y a une semaine. Et je pense que nous avons encore du travail à faire ensemble. » Le lendemain, dans un petit restaurant discret de Belleville, Marneau et Lecornu se rencontraient pour la première fois. Marneau était un homme d'une 60aine d'années,